Merci Mathias. C'est bon, on peut encore progresser malgré l'âge. J'accueille mon excellente collègue Catherine Bassal, qui est docteur en psychologie et qui nous a amené à Caritas cette préoccupation des compétences émotionnelles aussi, qu'on peut mobiliser pour accompagner des personnes. Et donc elle est responsable du service intergénérationnel au sein de Caritas, et puis elle travaille aussi en lien avec Mathias Kliegel au CIGEV, ici à Genève. Donc, docteur, merci. Et donc, je vous laisse présenter le projet qui a été au cœur de cette innovation qui a été lancée avec vous. Je vais vous présenter donc une partie c'est un projet que nous avons mené à Caritas qui s'appelle donc, c'est un très long titre, mais en fait l'objectif de ce projet c'était vraiment de s'adresser aux personnes avec des troubles cognitifs et comportementaux. On va dire maintenant, pour utiliser un vocabulaire, on va un petit peu changer le vocabulaire, au lieu de dire avec démence, parce que c'est le terme qu'on utilise habituellement dans les instituts médicalisés, dans les EMS, on va parler de personnes avec des difficultés cognitives. Alors moi, je me suis familiarisée aussi à utiliser ces termes parce que c'est très important. Il y a aussi de la stigmatisation avec l'utilisation de ces notions de démence, par exemple, ou d'autres termes. Alors, voilà. En fait, je ne suis pas dans le... Excusez-moi, j'avais des troubles cognitifs, là, un peu de fatigue. Voilà. Alors, je vais vous présenter, en fait, le projet. On va vraiment rentrer dans la partie opérationnelle du projet. Et je vais vous expliquer comment il s'est mis en place, quelles ont été les personnes qui ont participé à ce projet. C'est notamment les bénévoles de Caritas, les personnes âgées, les résidents, les EMS. Et donc, moi, je ne suis que le porte-parole, finalement, de ce qui s'est mis en place. J'ai observé et évalué. Alors, quelle est la problématique, quel est le problème de fond, finalement, pour mettre en place ce type de projet avec des personnes qui ont des difficultés cognitives? Alors, la première chose, eh bien, on peut se pencher du côté des professionnels et on se rend compte qu'il y a une demande de la part des soignants dans les EMS, dans les établissements médico-sociaux, qui appellent Caritas et qui demandent, en fait, finalement, est-ce que vous avez quelqu'un à nous proposer, un bénévole, une bénévole, pour accompagner une personne d'un point de vue relationnel. Ça, c'est un premier point qui est très important et qui a été plusieurs fois, j'ai reçu des appels qui m'ont indiqué qu'il y avait là justement une demande importante, un besoin. Et puis du côté en fait des soignants finalement, quelle est leur perspective? Eh bien, on se rend compte qu'ils sont occupés à des tâches toute la journée, qu'ils ont une planification assez importante et qu'ils ont très peu de temps à accorder aux personnes âgées dans ces établissements. On est vraiment focalisé là dans les institutions médico-sociales. Il y a aussi quelque chose qui se met en place. On parlait de stigmatisation, on parlait de vulnérabilité et de dignité. Eh bien, on se rend compte que quand on rentre dans un milieu hospitalier, chacun d'entre nous, dans un milieu où on va s'occuper de nous pour une raison ou pour une autre, il y a un rôle que l'on va prendre, on va investir un rôle qui est celui de soigner. Et progressivement, le rôle social qu'on avait dans la vie quotidienne, il est perdu. On devient un malade, on devient quelqu'un qui est dépendant aux soins, d'un point de vue positif ou négatif aussi. Et dans ce sens-là, une personne âgée qui rentre dans une institution, c'est un moment extrêmement important de transition. Et là, il y a une perte du rôle social, il y a de la vulnérabilité, il y a une dépendance qui se met aussi en place. Alors du côté des bénévoles, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs finalement dans ce projet, les bénévoles en principe viennent souvent demander s'ils peuvent faire du bénévolat, accompagner une personne âgée. Ils sont parfois surpris qu'on leur dise qu'il faille faire une formation pour pouvoir accompagner des personnes âgées, des personnes avec des difficultés cognitives. Donc, ça, c'est une première chose. Un autre constat aussi, c'est que les bénévoles, parfois, claquent la porte des institutions en disant « c'est pas possible, je suis pas valorisé, je viens donner de mon temps, il y a un manque de coordination, un manque de communication ». De même chez les soignants qui disent « mais nous, on a arrêté de travailler avec des bénévoles parce que justement, ça ne jouait plus ». Il y avait des dérapages qui se mettaient en place et qui faisaient qu'en fait, les soignants n'avaient plus confiance en les bénévoles.
Alors, une chose importante aussi d'un point de vue psychologique, c'est que les bénévoles rapportent qu'ils ont des émotions négatives, et notamment ils ressentent de la peur lorsqu'ils accompagnent une personne avec des difficultés cognitives. Et cette émotion, ces affects-là sont extrêmement importants aussi, on va dire aussi par rapport à ce projet, par rapport aux outils qu'on leur propose pour accompagner une personne qui n'a plus de référence, qui parle peut-être plus, ou qui a des comportements qu'on peut considérés comme inhabituels, bizarres. Et ça, c'est extrêmement important aussi de tenir compte en fait du background du bénévole. Alors, vous avez su à qui s'adressait en fait ce projet. Les buts, eh bien, le but était d'implanter des activités de type Montessori auprès des personnes avec des difficultés cognitives par des bénévoles qui ont reçu une formation dans les EMS ici du canton de Genève. Alors, vous connaissez tous Maria Montessori. Si je vous demande juste de me dire à quoi vous associez Madame Montessori, est-ce que vous pourriez juste me donner un ou deux mots-clés? École, enfance, ok. Alors effectivement, Maria Montessori, première femme médecin d'Italie, s'est beaucoup occupée d'enfants, et d'enfants qui avaient des difficultés, qui étaient, on va dire, des enfants pauvres, qu'on considérait comme des retardés mentaux à l'époque, hein, on utilisait ces termes. Maria Montessori a extrêmement écrit et observé les enfants, mais dans une perspective du développement intellectuel, dans un environnement qui était le plus favorable à son développement. Par rapport à Madame Montessori, je vais reprendre deux phrases ici. Toute aide inutile est une entrave au développement de l'individu. Chaque chose que vous faites à ma place est une chose que vous m'enlevez. Et ça m'émeut extrêmement de dire ce genre de choses parce que j'ai observé beaucoup de choses dans les institutions, les établissements médico-sociaux, et en fait, pas forcément de la mauvaise volonté des soignants, mais d'anticiper le besoin de la personne et de faire à la place d'eux, ce qui est quelque chose d'extrêmement important et qui peut enlever une partie de la dignité de la personne. La deuxième chose, la plus grande source de découragement réside dans la conviction qu'une personne est incapable de faire quelque chose. Et comme vous voyez là, effectivement, ce soignant donne à manger à cette personne-là pour une raison ou pour une autre, mais on peut aussi utiliser des approches qui redonnent en fait la possibilité d'avoir une motricité par une ébauche, de redonner, en fait, de permettre à la personne de nouveau, par lui-même, avec une aide, c'est possible, de manger par lui-même. Alors, l'approche Montessori, c'est quoi? C'est une approche pour les personnes âgées qui a été, par analogie, appliquée par un monsieur qui s'appelle le professeur Cameron Kemp. Et en fait, il a adapté l'ensemble de cette méthode-là, on va dire surtout la philosophie de base. On peut l'appeler ça comme un nouveau paradigme. Il y a d'autres approches qui sont centrées sur la personne, mais celle-ci, en fait, est intéressante parce qu'elle va investiguer ou elle va amener des outils par rapport aux déficits cognitifs et comportementaux des personnes âgées. Et donc, cette approche-là est plutôt centrée sur la personne et non pas sur le déficit. Donc, on parlait, le professeur Kliegel, par rapport à ce qu'une personne âgée peut encore faire, même avec des difficultés cognitives. Il y a des capacités d'apprentissage importantes et aussi de se focaliser par cette technique-là, ces approches-là, sur la mémoire implicite, qui est une mémoire qui ne nous demande pas d'effort, qui est celle qu'on utilise lorsqu'on apprend à conduire, lorsqu'on sait conduire, lorsqu'on sait faire du vélo. C'est une mémoire ce sont les automatismes moteurs, pour la plupart, qu'on applique dans la vie quotidienne. Par rapport à la mémoire explicite, qui est une autre forme de mémoire, si je vous demande quelle est la capitale de la Suisse, qu'est-ce que vous avez mangé à midi, qu'est-ce que vous avez fait hier matin à 8 heures, là, je vais faire appel à cette mémoire explicite qui demande beaucoup plus d'efforts et qui est souvent détériorée chez les personnes qui ont des difficultés cognitives. Alors, la technique ou l'approche Montessori appliquée à des personnes âgées est basée sur 12 principes. Il faut considérer ces principes comme des guidelines, comme un guide pour n'importe quelle personne qui va accompagner une personne qui a des difficultés cognitives. Je vous en cite 3. Offrir du choix à chaque fois que cela est possible. Parler moins, montrer plus. C'est un peu compliqué. Ralentir,
adapter sa vitesse à la personne. Ça, c'est déjà 3 principes. Essayez déjà de le faire, vous, auprès des personnes que vous côtoyez, des personnes plus âgées que vous. Vous allez voir que c'est une observation de soi qui est extrêmement importante et qui fait que aussi on a besoin de cette introspection pour le faire. Alors, en quoi a consisté le projet ? Il y a eu 3 étapes. Il a commencé au début de cette année, en 2017, par une formation de 2 jours qui a été faite sur mesure et destinée à 15 bénévoles, 14 bénévoles. Et en fait, ces 14 bénévoles ont ensuite été couplés à 15 personnes âgées avec des difficultés cognitives. 15, pourquoi ? Parce qu'il y a un bénévole qui a eu une personne, un résident, puis un autre résident. Donc, ça fait un total de 15. Des mesures ont été prises, en fait, avant l'intervention, pendant, tout au long de l'intervention. Ces pauvres bénévoles, ils ont dû remplir un journal de bord, ils ont dû faire de l'introspection par rapport aux émotions qu'ils avaient ressenties, etc., etc., et aussi mesurer l'engagement de la personne, du résident. Tout cela s'est passé pendant une période de 3 mois, à raison d'1 fois par semaine environ, c'est-à-dire à peu près 12 semaines. Les visites pouvaient durer de 0 minutes. Le résident a le choix. Vous lui demandez, voilà, je m'appelle Sylvie, je viens vous rendre visite, est-ce que vous souhaitez que je passe un moment avec vous ? Le résident, le bénévole s'en va. Donc en fait, c'était le choix laissé à la personne, donc 0 minutes à 1 heure. Le bénévole pouvait rester 1 heure avec le résident, sans compter la préparation. Donc vous voyez, c'est un investissement assez important de la part des bénévoles pendant ce projet. Et nous avons terminé le projet, l'étude, en juin 2017, pour commencer la phase de pérennisation, qui est cette 3e phase. Je vais vous mentionner quelques mots. Alors, le profil des participants, les 14 bénévoles, avaient une moyenne d'âge de 56 ans. C'est important, cette moyenne d'âge, parce que souvent, les personnes bénévoles qui accompagnent des personnes âgées ont souvent le même âge que les personnes âgées elles-mêmes. Donc là, c'était intéressant aussi d'attirer des personnes plus jeunes. Donc nous avons ici des personnes de 28 à 72 ans, donc c'est l'étendue, 11 femmes et 3 hommes, et on trouve dans le bénévolat de ce type-là relationnel, c'est exactement le ratio qu'on retrouve. Les activités professionnelles, oui, ces bénévoles parfois travaillaient donc jusqu'à 100%, donc ils donnaient encore de leur temps en dehors de leur 100% de travail. Est-ce qu'ils sont plus empathiques que les autres ? Dans la mesure de l'empathie, donc est-ce qu'ils peuvent se mettre à la place de l'autre, sentir les émotions que les autres ressentent ? Eh bien non, ils ont un profil tout à fait normal qu'a une population normale. Maintenant, les résidents, vous voyez, on parlait de la personne âgée. Et là, vraiment, on va dans le 4e âge. On avait une moyenne de 90 ans, avec la plus jeune personne qui avait 81 ans jusqu'à 99 ans. Donc, un résident de 99 ans. 13 femmes et 2 hommes. Vous voyez aussi les difficultés cognitives assez sévères, même très sévères, avec une moyenne de 3,6. Ça vous dit peut-être strictement rien, mais sur un total de 30 points, en mesurant la mémoire, en mesurant le langage, etc., eh bien, c'est extrêmement bas. Donc, et vous allez voir un film tout à l'heure qui va vous montrer quand même qu'ils avaient des difficultés certaines. Dans 6 EMS du canton de Genève, il y avait 7 coordinateurs à l'intérieur de ces EMS. Le matériel Montessori, du matériel à disposition, très simple, avec des livres de lecture, pas en grand nombre, et vous allez voir qu'il a fait des petits comme résultat de la recherche, et donc c'est un matériel adapté à la personne qui a des difficultés cognitives, avec des caractères pour la lecture, des caractères assez grands, et différents autres matériels. En fait, le tandem pendant les activités, donc vous voyez déjà un bénévole avec cette dame lors de l'activité de créer le bouquet de fleurs. Les résultats. Alors, est-ce que ces bénévoles étaient motivés avant d'entrer dans ce projet? Oui, ils étaient très motivés. Vous avez les moyennes ici, vous avez en fait la courbe d'évolution sur une période de 3 mois. Avant, pendant et après, vous voyez qu'il y a très peu de différence entre le début et la fin. Ils sont toujours très motivés en ce moment pour continuer. Donc, c'est un résultat qui est très important en termes d'indicateurs, on va dire. Ensuite, est-ce qu'ils sont satisfaits du déroulement de ce projet? Comment il s'est mis en place? Eh bien, vous voyez que sur une échelle de 0 à 5, les bénévoles ont très haut niveau de satisfaction. Les coordinateurs dans les EMS, c'est très important aussi.
relativement haut. C'était aussi dans une perspective d'intégration des bénévoles, avec les problèmes que je vous avais mentionnés au début. Alors, quel était l'état affectif de ces bénévoles lors de la première séance? Et vous voyez en rouge, ce sont les émotions, affects négatifs envers les affects positifs. Et vous voyez qu'il y a une plus grande intensité des affects positifs. Intéressant de voir que les 3 premiers affects positifs, c'est enthousiasme, intéressé, attentif. C'est exactement aussi ce qu'on souhaite chez la personne que le bénévole accompagne, c'est l'engagement de la personne. Donc on retrouve en plus grand nombre, en plus grande intensité ces émotions-là. Il y a toujours ces émotions négatives. Maintenant, regardez, à la 12e séance, donc 3 mois après, on voit que la plupart des émotions négatives ont disparu. Il reste encore nerveux et bouleversé, mais dans une moindre intensité. Et on retrouve toujours les top 3 avec enthousiaste, intéressé, attentif. Donc c'était un résultat extrêmement important vu que les émotions sont contagieuses et qu'on souhaite effectivement, dans un aspect relationnel, transmettre aussi, que le bénévole transmette ces émotions-là, ces affects-là aux résidents. Alors, l'intégration des bénévoles, c'était le deuxième élément. Est-ce qu'ils se sont sentis intégrés tout au long du projet? On voit que j'ai pris 3 questions. Est-ce que le rôle, et ça c'est quelque chose de très important, est-ce que mon rôle en tant que bénévole, est-ce qu'il est clairement déterminé à l'intérieur de l'EMS? On voit que la majorité d'entre eux, ici vous voyez, sont très en accord ou extrêmement en accord avec cette affirmation. Est-ce que l'établissement dans lequel ils se trouvaient accueillait les bénévoles? Je n'ai pas choisi forcément des établissements qui sont spécialement orientés vers des philosophies centrées sur la personne. Ça s'est trouvé, en fait, que la plupart d'entre eux l'étaient. Maintenant, est-ce qu'ils étaient accueillis? Oui. Vous voyez qu'en majorité, ils se sont sentis accueillis. Ensuite, et ça, c'est le plus haut niveau d'intégration de bénévolat, on va dire, à l'intérieur d'une institution. Est-ce que l'institution considère les bénévoles comme faisant partie de l'équipe de soins? Vous voyez, il y a différents niveaux d'intégration et celui-là est quand même extrêmement important si on veut justement aussi changer de paradigme dans la perception des résidents et dans la perception des établissements médico-sociaux. Et là, vous voyez qu'il y a une distribution un peu plus large avec des gens qui sont moins d'accord avec ça, qui ont eu des expériences différentes d'un EMS à l'autre. Je rappelle qu'il y avait 6 EMS et que les bénévoles étaient distribués dans ces 6 EMS, mais en majorité, ils sont considérés comme faisant partie de l'équipe de soins. Le matériel Montessori a fait des petits. Et donc, vous voyez ici du matériel très orienté vers des aspects plus cognitifs, on va dire, par rapport à ce qui a été proposé dans la formation de base. Alors, la pérennisation, donc c'est quelque chose d'important puisqu'on a été financé par l'État de Genève. Et donc, en fait, 5 EMS sur 6 continuent. Donc, on a décidé de continuer. Le 6e est en restructuration. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Ils vont revenir, mais plus tard. Maintenant, l'intégration des bénévoles au sein de l'EMS, dans les équipes d'animation, ce qui est vraiment là, ça veut dire qu'on gagne, en fait, on va dire, en intégration réelle et de haut niveau. Eh bien, il y a 2 EMS qui ont vraiment décidé de prendre une partie des bénévoles, donc, qui étaient déjà chez eux, et même d'en rajouter, et de créer des projets ensemble. Ça veut dire des projets qui font partie de la philosophie de soins de l'EMS, ce qui est quand même un challenge, parce qu'il y a toujours ces difficultés de compréhension entre les professionnels et les non-professionnels ou les bénévoles. Alors, combien d'heures? Au total, il y a eu 272 heures de visite effectuées par ces 14 bénévoles, et depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, et 100 heures, en fait, depuis la fin du projet, ce qui est quand même bien. Le groupe bénévole Montessori a été constitué. Ils ont, à la manière et dans la philosophie de Maria, constitué leurs propres règles et constitué aussi leur manière de fonctionner, ce qui est extrêmement important aussi pour un groupe de bénévoles, avec un encadrement de Caritas tout de même. Une formation continue a déjà été réalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu une analyse de pratique avec les personnes qui ont participé dans le projet. Donc un formateur spécialiste, Jérôme, qui est mon collègue en français, psychologue et spécialiste de l'approche Montessori, a partagé une journée avec eux pour essayer de voir comment on pouvait trouver des solutions par rapport à leurs difficultés. Alors,
qu'est-ce que vous pouvez emporter avec vous? Je vous suggère certaines choses, mais vous prendrez ce que vous souhaitez, c'est votre choix. Donc, s'il y a des difficultés d'intégration des bénévoles dans les EMS, et en particulier auprès des personnes qui ont des difficultés cognitives, et comme vous l'avez vu, des difficultés cognitives importantes, eh bien, on peut voir qu'il y a quand même des solutions et des améliorations possibles en proposant des formations, mais des formations qui sont adaptées, d'une part, aux capacités des bénévoles, mais aussi adaptées aux personnes qui ont des difficultés cognitives. Et pour moi, c'est extrêmement important aussi de pouvoir lier, parce que d'un côté, on a beaucoup de personnes qui souhaitent avoir un lien avec des personnes âgées qui ont des difficultés cognitives, mais ils ne savent pas forcément comment le mettre en place. Et les outils, les techniques Montessori sont une manière de pouvoir le faire. Ensuite, bien entendu, en favorisant les émotions positives, et en maintenant une motivation élevée chez les bénévoles, mais ça, vous allez le voir un peu partout dans les aspects de bénévolat institutionnel. Et puis, en favorisant, bien entendu, aussi l'intégration de ces bénévoles au sein, pas seulement de l'EMS, de la philosophie de soins de l'EMS. Et ça, c'est deux choses qui sont différentes. Et on touche là à des aspects organisationnels aussi de l'EMS, hein, ce qui est aussi un changement de paradigme, aussi un changement d'idée. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé. Vous les voyez, ils sont nombreux, y compris les personnes qui nous ont financés. Et voilà. Donc, en principe, je pensais qu'il y avait des questions, mais il n'y en a pas. Donc,